pas de voir s'il y a du raisin. Ah, voilà. C'est dommage qu'on voit pas les montagnes derrière. Bah ouais, mais là on n'est pas là de les voir. Hein. Ouais. Je pense que là la luminosité, putain c'est incroyable. Ouais. Avec le brouillard derrière et tout. C'est la lumière du budget. Jérémy de Coster, avec Isabelle et ses enfants, on a repris donc le domaine ici, les 6 hectares, à André-Condon. Depuis 2016, conversion dès le premier jour, en bio. 6 hectares, tout à 500 mètres autour du domaine, quoi, autour de la cave. Sur des clairières, quoi, des îlots comme tu peux voir. Donc ouais, pas de voisins directs, complètement entouré de la forêt. Voilà, ouais, c'était un peu ce qui me chagrinait sur Chablis. Bon, c'est pas bien grave, hein, sur le principe, hein, ça n'empêche pas d'être en bio. On entend souvent dire qu'on peut pas être en bio sur des parcelles où il y a le voisin qui est en conventionnel. Faut pas abuser non plus, quoi. Mais bon, c'est sûr que moi je préfère être, même au quotidien, sur le travail. T'imagines bien que ici, quand je viens tailler tout seul, sous la neige, avec le Mont Blanc derrière, la Dent du Chalat et les Grands Colombiers, ça va, tu vois, je suis bien. Alors si on rajoute en plus les raisons, le rapport au vivant, quoi, la diversité, etc., que nous on tend à maximiser ici. Donc on travaille pas à l'intercept, enfin on travaille mais ouais, à la cisaille, donc on travaille pour peut-être plus au final. Voilà, on s'inspire beaucoup de tous les vignerons de tous bords confondus. On chope les bonnes pratiques un peu partout. Cette chaîne YouTube qui s'appelle donc Jus de la Vigne. Tous les mois, je pars à la rencontre de 2 vignerons un petit peu dans toute la France. Je propose à ceux qui sont abonnés de recevoir les bouteilles de ces vignerons directement chez eux dans des box mensuelles. Tu reçois 2 bouteilles chaque mois chez toi. Je ne vais voir que des vignerons qui sont certifiés en bio ou en biodynamie et qui font des vins naturels. À la rencontre des femmes et des hommes qui fabriquent le bon glouglou que tu vas recevoir par la poste. J'adore le dispositif. Pourquoi le budget? Pourquoi tu t'es installé dans le budget? Il faut venir dans le budget pour ça. Non mais pour ça quoi. Aussi pour moi je voulais vraiment, justement inspiré par les Alsaciens, je voulais vraiment maximiser l'enherbement. Et pas avoir des contraintes voilà, à Chablis c'est 1,20 m, ça devient compliqué, très cher en termes de matériel, etc. C'est plus compliqué d'enherber massivement, quoi. Puis il y avait plein d'autres critères liés à ma famille, quoi. J'ai 3 gosses, il fallait un collège, il fallait... Bon. Et là, on cochait toutes les cases, quoi. Et on est venu ici, le premier jour, on a vu la vue que tu ne verras pas. Le premier jour venu, je me suis pris une grosse claque, et j'avais vu plein de domaines un peu partout. Hein. Et j'ai dit, ouais, vas-y. Bon, en l'occurrence, je suis en location ici. Hein. Okay. J'achète les vignes là au mois d'août, par contre. On va commencer à passer à une autre phase. Y compris sur les complantations qu'on va pouvoir maximiser un peu plus. Et ça veut dire quoi, c'est vraiment y aller à fond, quoi. Et la complantation, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc la complantation, c'est vraiment d'associer plusieurs cépages sur une même parcelle. Dans un but, c'est vraiment de faire l'assemblage à la parcelle, quoi. C'est vraiment de faire des vins après parcellaires. Ici, là ça fait 5 ans, j'attendais un petit peu. Bon déjà j'étais locataire, je pouvais pas non plus me lâcher complètement. L'idée c'est d'attendre un petit peu, d'avoir 5 ans d'expérience quand même, de voir un petit peu les parcelles, enfin, essayer de ressentir surtout les parcelles plutôt que de lire les cartes géologiques toute la journée, quoi. Savoir de quoi ils retournent, quoi, en termes de terroir au sens global du terme, c'est-à-dire les vents, les expositions, voilà, la faune, la flore et compagnie, quoi. Et bien choisir sa complantation. Là sur la parcelle où on est, c'est un lieu-dit qui s'appelle La Gueule. Ça se dit parce que c'est tellement joli que... Donc on a du chardot là-haut, j'ai mis de la ligotée cette année. Et j'ai un autre chardot là sur une parcelle en face, j'ai mis du pinot blanc parce que c'est pas du tout les mêmes... Alors c'est les mêmes sols globalement, hein, morainiques comme on dit. Mais là-bas c'est quand même plus sableux, ça tend plus vers le sable. Là c'est beaucoup plus équilibré en termes de texture, quoi. L'assemblage est super déjà d'office, même si on fait ça à la cave. Donc voilà, il y a plein de... Voilà, la complantation, elle part un peu là-dessus, mais c'est une expérimentation, voilà. Et puis surtout, ce qui est un peu le leitmotiv du domaine, c'est la diversité, les couleurs, quoi. Tu vois, vraiment la constellation, je dis toujours ça, constellation au sens, pas constellation biodynamiste, hein, je suis pas biodynamiste moi pour l'instant, mais plus, tu vois, un éclatement, une profusion de vie, de couleurs, de diversité, donc voilà. Du coup, c'est quand tu as un pied qui meurt, tu vas l'arracher, en planter un autre, voilà, ou comment tu... C'est ça, ça commence comme ça, et après il peut y avoir aussi, là où j'ai passé un petit temps à Chablis, là, chez des vignerons, pas mal vu tout ce qui est surgreffage. Donc là, ça fait partie des choses qu'il faudrait pour accélérer aussi le processus et puis avoir plus vite aussi un résultat. Parce que quand tu arraches un pied que tu plantes, c'est pas dans l'année que tu vas avoir du raisin, tu vois, ça met un petit temps, quoi. Oui, c'est clair. Quand tu surgreffes, dans 2 ans, tu peux avoir de résultats. Il faudrait que je mette ça en place. Là, cette année, j'étais un peu dépassé par les événements, un peu comme tout le monde.
Et voilà, l'année prochaine j'irai chercher des bois. Je suis en train de chercher les gens qui ont du pinot gris par-ci, du poussard, du savagnin, des choses comme ça qu'on va mettre un peu partout, quoi. Ah, parce que tu disais tu es au croisement de la Savoie, Voilà, un peu du Jura, la Savoie là, vraiment. Le Jura donc, qui se termine ici, hein, géographiquement, on va dire, même si bon, les limites sont un petit peu floues. Hein. Et la Bourgogne, quoi. On est vraiment, on pique un peu partout. Et on n'a pas d'identité, mais notre identité, c'est ça. C'est pas en avoir. La diversité. La diversité toujours et encore. Et même en termes, là, il y a toute une jeunesse là qui s'installe. Bon, après, avec les prix inexorbitants du Jura, enfin, ça devient coincé de toute façon. Savoie, ça devient compliqué de s'installer aussi. Bah, Bugey, ça devient compliqué maintenant, mais en tout cas, dans les 5 ans là, je sais pas, il y a eu 8 ou 9, peut-être bien 10 jeunes installations comme la mienne, quoi. Donc on vient tout d'horizons, voilà, sur un même moment là, c'est explosif en expériences diverses et variées, quoi. Bah, plus il y aura de monde, mieux ce sera, quoi. Un vignoble est un vignoble parce qu'il y a des vignerons. Normalement, là, dans le budget, il y a quand même une dynamique globale de groupe à faire du qualitatif, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une diversité de façons de faire. Enfin, toi, ce sera plus la complantation du coup qui va t'intéresser. Et puis bon, un emplacement complètement différent et des terroirs complètement différents. Maud, c'est plus sur peut-être des cépages oubliés, des choses comme ça. Et puis c'est ça qui est hyper intéressant, quoi. En termes de sol, de projet, c'est très diversifié, c'est clair. Tout est possible. C'est ça qui est bien ici dans les petits vignobles confidentiels, c'est que tout est possible. On n'est pas dans un... Alors, le cahier des charges de l'appellation est relativement restrictif, mais après il y a l'appellation des coteaux, des vins des coteaux de l'Ain, où alors là on peut y aller franco, quoi. Là j'ai une plantation qui est en route là pour le printemps prochain, je vais mettre du corbeau. Donc c'est la douce noire des Savoyards. Nous dans le budget on est passé le corbeau. Toi qui es amateur éclairé, ou moi vigneron, c'est sûr qu'on peut y passer des heures à en parler, toi. Mais les gens ils ont juste une vie à côté, quoi. Oui, bien sûr. Ils ont bu une fois un gamay dégueulasse, puis c'est tout, c'est fini. Et c'est ça, Après ça prend du temps pour renverser la tendance. Voilà, mais tout ça, c'est ça aussi qui est bien avec toute la génération là. Alors c'est sûr qu'on vend pas, moi je fais 20 à 25 000 bouteilles par an, je vends pas 25 000 bouteilles ici à Belay, quoi. C'est clair. Donc je vends un peu à l'export et tout. Mais l'idée c'est aussi de revenir localement, en tout cas sur la France, quoi. Et c'est un peu la logique pour tout le monde, quoi. Enfin, on s'inscrit un peu dans le monde dans lequel on va évoluer, quoi. Et puis dans lequel nos gosses vont évoluer. À un moment donné, il faut essayer de... Enfin, après c'est pas si facile, hein. Voilà, quand même, si tu veux continuer à le faire, il faut vendre ton vin, sinon tu peux pas mettre en place tout ça. Du coup, tu sèmes un petit peu ou c'est vraiment de l'enherbement spontané Bah, c'était la question justement que je voyais, j'avais vu justement les semoirs semi-directs là en Alsace, toujours là. C'est quand même une région pour moi qui m'inspire, sans vouloir, tu vois, c'est pas je te brosse vraiment. Et il y avait c'était Florian Becker-Truec justement qui semait à ce moment-là. Donc je trouvais ça super, là, sur le principe. Puis en fait je suis arrivé là, je me suis dit calme-toi, laisse pousser déjà voir ce qui pousse. Après tu verras déjà ce que tu veux mettre, si tu veux mettre quelque chose ou rien, ne rien mettre. Ce que j'ai bien fait, ça m'arrive des fois de raisonner, quoi. De me poser et puis de réfléchir. C'est pas courant mais ça m'arrive. Et en fait là, plus les années passent et plus c'est riche. Plus c'est diversifié. Donc techniquement, moi je laisse pousser vraiment au maximum, je laisse monter au maximum. Donc tu vois, jusqu'au mois de mai, on va dire, enfin, ça dépend des années, mais globalement, après ça dépend des contraintes autres. Et je fasse le rouleau, là je l'ai passé une fois pour l'instant. Et après, sur l'intercept, donc on fait ça à la cisaille, tac 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 tac, les 6 hectares, 4 fois, donc ça maintient en forme, donc ça a plein d'avantages. Et puis surtout on sélectionne ce qu'on coupe. Pour la gestion de l'herbe, ça s'arrête là. Au gros le tracteur ici, c'est à retraiter. Cette année on y est passé un petit temps quand même. Combien de passages à peu près là? Et bah là on doit être à 11 quand même. Ok, ouais. Alors sachant que j'en fais toujours 2 au départ, parce que je suis stressé comme garçon. Je suis pas sûr qu'ils étaient super... Ça va venir avec le temps, quoi. Mais au final j'ai pas de mildiou, donc je vais pas non plus pleurer, quoi. Sur cette année à grosse pression, c'est assez petite fierté on va dire. Mais j'ai pris la cale derrière de toute façon. C'était une année de merde pour tout le monde. Et voilà, le tracteur il sert à ça en gros. Et le rouleau quoi. Et avant, je faisais un travail du sol justement avec les disques réglés là, des Alsaciens. Là. Bon, ça marche pas du tout ici. Enfin, ici, on a trop de dévers et tout. Ou alors, je sais pas régler. Et puis bon, le tracteur, ça m'énerve. Donc, je m'en sers le moins possible. Puis, je te dis, la cisaille, ça maintient en... Moi, les rouges, par exemple, je les prends assez frais. Je fais de la grappe entière. J'aime bien la rafle. J'aime bien les trucs un peu frais. Bon, avec des petits degrés alcooliques, pas trop, pas le gros truc massif. Ça dépend vraiment quel vin tu veux faire derrière aussi. Quoi. Mais ça vient avec la saison, quoi. Tu sais pas au mois de mars quel vin tu vas faire avec telle parcelle. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je sais pas encore.
les assemblages, comme ça. J'ai ma petite idée, mais tu vois, après ça se précise avec le temps. Je suis un peu à l'envers niveau cerveau, quoi. C'est-à-dire que sur les blancs, j'aime bien quand il y a une belle maturité, pour avoir autre chose que de l'eau et puis de l'acidité. Il y a trop de vin avec de grosse acidité, c'est imbuvable, ou de verre, tu dégages, quoi. D'ailleurs, c'est Marc Pénaud qui a mis ça sur ses bouteilles, j'ai vu ça, j'ai bu un de ses vins là. Il a mis derrière sa bouteille, ce vin est sec, mais pas acide. Mais c'est ça, tu vois. Arrivé, et puis d'ailleurs, les deux morts en Chablis, c'était un peu ça qu'on fait leur succès aussi, c'est cet équilibre, quoi. Chablis a tendance toujours à prendre, tu vois, la minéralité, pour eux, c'est l'acidité, quoi, qui éclate les dents. Non, avoir quelque chose d'équilibré. Et puis, la maturité, certes, ça te fait baisser l'acidité, ok, mais c'est les mangeux de pierre, donc les jeunes qui sont installés à Natage, là. Il me disait ça, il me disait même c'est cette maturité-là qui apporte tout le sel au sens strict dans les vins, et si tu vas pas chercher ça, tu n'auras pas cette minéralité pour le coup, donc la finesse de la tension. Donc voilà, bon, enfin après sur la taille, bon bah c'est l'idée aujourd'hui, partager un peu par tout le monde, voilà, d'essayer de respecter le plus possible les fûts de sève, la plante en général, c'est pareil pour le non-rognage ou encore, donc là ici cette année j'en ai fait un peu, mais voilà, l'idée de tresser, tout c'est pareil, c'est essayer de me respecter le plus possible la plante. Bon, bah, après on essaie d'appliquer ça dans tous les travaux. Celle-là justement, elle n'a pas été grêlée, puisque ça c'est la seule. Parce que l'altesse c'est très exubérant au niveau du feuillage. Et à l'époque, j'avais pas encore coupé là. J'ai coupé là cette année exceptionnellement parce que pour aérer, parce que c'est une telle année de folie, quoi. C'est peut-être une connerie d'ailleurs. Hein. C'est une connerie de toute façon, mais bon, c'est comme ça. Des fois on fait des conneries, puis c'est tout, on s'en regrette. Mais il y avait tellement de branches que ça a protégé, donc tu vois, ça a très peu grêlé. Tu as quelques impacts, tu vois, à peine, tu vois, ici, tu as une baie, comme ça, toi, ça c'est des impacts très légers. Tandis que sur les autres parcelles, là, sur le gamin en bas, c'est ravagé, quoi. C'est une année de cas d'école, quoi. Le jeune qui s'installe cette année, il aura tout vu, quoi. Moi, il est là, il est formé en une année, c'est express, quoi. Tu vois, même en bio, ici, avec de l'herbe de partout, j'ai pas de mildiou, quoi. Ou très peu. Maintenant, je commence à en avoir sur le feuillage, mais après, 11 traitements quand même. Hein. Après, 2 kg de cuivre. Donc au final, même ceux qui ont fait 5 traitements, ils ont les mêmes doses de cuivre que moi. Que moi, je suis passé plus souvent, donc c'est peut-être moins bon pour les sols, on va dire. Et encore, ça se discute, l'histoire du tassement, bon, je sais pas trop. Pourquoi la bio d'ailleurs, t'en as pas parlé? Pourquoi tu t'es installé dès la première année? Bah parce que quand je me suis fait piquer par le métier à Bordeaux, il y a ça maintenant 15 ans, ça date quoi, ben 20 ans, j'ose même pas calculer, ça me fait peur. Moi ce que j'avais adoré c'était la vigne, c'était pas le vin me foutait quoi. Je me suis foutu bien longtemps, c'était vraiment la plante qui m'avait vraiment chopé quoi. Et quand je suis arrivé à Chablis, j'ai bossé chez Lilian Duplessis, donc c'est lui qui m'a formé principalement. Lui il était déjà en bio. Et il travaillait relativement clean à la cave aussi, comme c'est un pote à Thomas Picot, c'est la même génération, c'est un peu la même clique. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un travail possible derrière, je ne me posais même pas la question à 20 ans, 25 ans. On pouvait vraiment aller, la plante pouvait continuer à la cave. C'est quand j'ai découvert ça que ça a commencé à m'intéresser. Donc en fait, il était hors de question quand je m'installe de ne pas me mettre en bio, ça allait de soi, parce que j'avais été formé par ces gens-là qui avaient... Il y a des gens pas bio qui ont un respect total de la plante, qui travaillent très bien, faut se détendre. Mais les bio, l'inverse, c'est que les bio, il y a quand même la majorité par contre qui sont dans cet état d'esprit. Voilà pourquoi bio, j'ai été formé comme ça, de toute façon je ne sais pas faire vraiment autrement, je connais même pas le nom des produits. Je sais même pas, tu me demanderais le nom d'un produit anti-mildiou, pas bio, je sais même pas. Tu vois. Puis on va aller goûter à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Ce fameux côté salin là, c'est ça. Qui te reste sans être une acidité marquée, qui t'arrache. Sur des vins comme du sucre résiduel, alors il y a des vignerons qui ne se filtrent pas, tu vois, mais voilà, moi même avant, mon tout premier blanc, il y avait 6 grammes de sucre, tu vois, je l'ai filtré, j'étais un peu en panique, machin. Donc voilà, j'étais dans la jeunesse. Et il refermente, c'est ça? Voilà, et pourtant il a été filtré, mais il a refermenté quand même. C'est dire. Bon, on entend tout et son contraire sur la filtration. Ouais. Franchement, au choix, à choisir, je préfère filtrer que sulfiter comme un âne. En fait, je pense que c'est très subjectif, cette histoire, finalement. Il n'y a pas vraiment de vérité technique.
Oui, et puis même d'un point de vue du consommateur qui va consommer le vin, il y en a qui vont dire ah putain ton vin il pique, il y en a qui vont dire mais ton vin il est trouble, il y en a d'autres qui vont dire mais il est limpide, c'est pas un vin naturel ça. Oui, voilà, c'est ça, vraiment des de trucs. tout. Alors que bon, la limpidité tu l'as avec le temps, avec l'élevage. De toute façon un blanc, toi ça c'est pareil, ça c'était filtré mais hyper large, 15 microns, c'est comme si tu filtrais pas. Tu regardes dans la bouteille, quand tu la poses, il y a un dépôt, mais finalement c'est relativement limpide. Ah oui. Du coup, toi, tu aimes bien l'élevage en bois, là, je vois pas mal de en fait, j'avais mis de l'Altesse là-dedans. Ok. Et c'était censé passer 2 ans dedans. Donc j'aime bien l'élevage en bois quand ça dure un peu. Ok. Le dernier vin qu'on va goûter tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai fait ça, c'est un assemblage Altesse Chardot, 50-50, et l'Altesse en fût, sur 12 mois. Et le bois, il marque quand même un peu. Et les fûts qui marquent le plus, c'est les anciens. Bref. C'est pareil, tu vois. Quand tu débutes, tu te dis, ouais, je vais prendre des vieux fûts, je suis tranquille. Bah oui. Pas du tout, ça. Ça dépend du fût, tu vois. C'est toujours pareil, quoi. Et l'idée, ce serait, moi, à terme, ce serait de pouvoir faire des élevages quasiment au moins d'1 an et demi, sur tous les vins, quoi. Et pour ça, il faut la place pour stocker les vins, etc., quoi. Donc pour l'instant, c'est pas tout à fait possible. Ou alors sur des petites. Tu disais que tu aimes les blancs un peu plus riches aussi, et les rouges un peu plus vifs. Donc du coup, tes rouges seront plutôt en. Ouais, plus facilement, Ok. C'est ça. En tout cas sur les gamets, Après, l'inverse de ce qu'on trouve. Voilà, normalement. C'est pour ça que je te dis, je sais pas, je me suis pris un coup un jour, tout est à l'envers. Donc ouais, sur la vinification, pas d'intrant jusqu'à la mise, quoi. J'en mets à la mise, ça suffit. Voilà, en gros, on finit à 20. Sur toutes tes cuvées, du coup, peu importe. Ouais, après je fais des tests, tu vois, j'ai l'idée, on pourra goûter, tiens, mon Dieu, sans sulfite, de 2018 que je garde pour voir un peu comment ça tient. Voilà, je m'emballe pas. Pour moi, c'est assez périphérique le soufre, tu vois. Quand on met 80, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais là, tu vois, on est à 20, entre 20 et 24, tu vois. Et 25, je veux dire, pourquoi 24, je pense que 24, c'est l'analyse qui est tombée, quoi. D'accord. Entre 20 et 25, toi, ou 30 au max, quoi. Oui, voilà, pour moi, c'est pas le sujet du siècle. Je m'en fous un peu. J'en mets pas parce que voilà, il n'y a pas besoin. Après, s'il y a un accident ou quoi, j'en mets. Voilà, je vais pas non plus. Je vais pas aller au bout du truc parce que je veux faire sans soufre absolument. Je fais du vin, quoi, on va dire. Et tu sais d'inspecter au mieux le raisin qui rentre. On ramasse tout à la main, en petite caissette. Après, voilà, après c'est un adage bien connu et voilà, mais le vin se fait à la vigne, c'est pas des conneries. C'est-à-dire que c'est sûr si ton raisin rentre, il est déjà pourri. Alors cette année ça va être un peu compliqué. Mildiou qui s'est foutu là-dedans. Si l'arrière-saison est un peu pénible, il y aura la pourriture qui va se développer là-dessus. Derrière le sans sulfite, il faudra bien penser son truc quand même. Surtout que toi tu aimes bien en grappe entière du coup pour voilà. Tu le feras aussi cette année Ouais. Ça dépendra de. Ça dépendra de l'état du raisin, tu vois. Mais si vraiment l'état est catastrophique, la cuvée qu'on va goûter après en rouge, là, qui est gamay Chardot, on va pas exclure que ce soit en blanc, toi. Tu peux passer en direct aussi, tu vois, pour limiter non plus le contact. Il y a plein de choses possibles comme ça, tu vois. Donc là c'est beaucoup plus ample, c'est plus d'alcool. Beaucoup plus en largesse, mais on retrouve un peu, je trouve, la texture du premier en fait, avec ce gras en fin de bouche, ce côté assez salivant aussi. On retrouve un peu cette texture. Je sais pas du coup si c'est le type de sol qui donne ça. Si c'est très ici l'aspect salin, on le retrouve chez tout le monde. Sur les blancs, c'est vraiment. En tant que vigneron, en décision, voilà, que faire où pour avoir ci ou ça là. Tu vois, c'est une question que le plus pas stagiaire de poser ces questions-là. Ah oui, c'est clair. Donc, ou même à savoir en juste, il faut vraiment te les poser. On t'en sort pas. Quoi. Le questionnement est permanent. Donc ça, c'est l'Altesse que tu as fait élever en barrique pendant 12 mois. Avec du Chardot, quoi, qui était en cuve, lui. Et pourquoi pas avoir fait l'inverse? Parce que d'un point de vue extérieur, on aurait pu penser que c'est plus le chardonnay qu'on a l'habitude de voir en fût et l'Altesse qui vient rapporter de la fraîcheur peut-être là-dedans. Justement, c'était pour voir ce que ça donnait. L'inverse. Voilà. C'est plus pour ça. Et puis j'avais dans l'idée au départ de faire, alors sur cette cuvée-là, ça s'est vite décidé pour faire l'assemblage comme ça. Mais à la base, je voulais vraiment faire une Altesse en élevage long, 2 ans. Cette année, j'ai essayé de le faire, mais c'est parti en sucette. Très vite, c'est sorti des fûts. Donc voilà, ça se fera pas cette année. Et les étiquettes du coup, parce que tu as des étiquettes qui sont assez visuelles, originales. C'est la cousine qui fait ça. La cousine de ma femme. Qui est dessinatrice. On lui a donné une carte blanche, donc elle a tout fait à la main.
Il m'a dit, ouais, tu mets la diversité, quoi, en gros, la faune, la flore. Donc elle s'est renseignée, elle a mis chaque étiquette à son. Alors des fois, les clients en disent, ouais, je voudrais 200 lapins. Oui, bah, c'est ce qui retient. Ouais, 14 aérons. C'est un peu Fable de la Fontaine, moi je trouve. Ouais, c'est ça, c'était l'idée de faire un truc un petit peu, alors à la fois un peu solennel, tu vois. Puis l'idée, c'est toujours ça, c'est d'introduire. Souvent, tu as des clients, des particuliers, qui te disent, je vous préviens, j'y connais rien. Oui. Je dis, ça t'emmerde, moi non plus. En fait, l'idée, c'est vraiment d'exciter un peu l'imaginaire de la personne qui, avant d'ouvrir la bouteille, et qui se retrouve avec son imaginaire. Et puis ça suffit, il n'y a pas besoin de s'énerver avec des termes, ça, on fait ça en tant que professionnel. Parce qu'on sait ce qu'on recherche. Quoi. Bah après, c'est hyper net quand même, là, tout ce qu'on a goûté. Qu'est-ce qui fait que chez toi, aromatiquement, ce soit net comme ça, dès l'ouverture 18, laisse tomber. La réduction est malade. J'ai goûté ça chez mes parents, qu'on garde pour moi, parce que moi je bois tout. Bon, la réduction est partie, tu vois. Mais ça a été, tu vois, ça fait 2 ans. Ouais. Des clients qui m'ont dit, attends. Mais bon, je fais une fois une connerie, en général, je la fais pas 2 fois. Tu vois. Donc voilà quoi. Du coup, tu oxygènes un peu plus? Qu'est-ce que tu fais? Non, je soutire, tu vois. Là, cette fois-là, en 18, comme s'il n'y avait pas d'alcool, alors je sais pas ce qui m'avait passé par la tête, tu vois. Je me suis dit, il faut que je force la matière, donc je laisse toutes les lits, tu vois, en cuve, tu vois. Pas du tout fermé comme pas possible. Je sais pas ce qui m'a pris, quoi. Et en fait, la réduction est arrivée assez vite, tu vois, puis j'ai dit, non, vas-y, on va tenir et tout. Quand j'ai soutiré juste avant la mise en bouteille, ce qui est un peu le principe ici, quand même, on soutire que quand c'est réduit. Vraiment, et que ça se tient, c'est tenace, quoi. Sinon, on ne soutire pas globalement. Et je soutirais avant la mise, le soutirage avait un peu rafraîchi le vin, je dis, c'est bon, je t'ai foutu ça en bouteille. Grossier rien. Enfin, après, le vin, du coup, maintenant, il est super, tu vois. Donc, en fait, comme tu dis, la toile d'ouverture, ça se goûte bien. Ça se goûte bien, c'est pas toujours comme ça. Quoi. Ouais. Voilà, ça dépend. Mais là, je dirais que ce qu'on goûte, on va voir la mondeuse pour finir. Mais là, c'est assez net. Bon, après, les défauts, on s'arrange. Après, j'en ai jeté des litres. Des hectolitres, mais on peut pas un hectolitre à ce niveau-là. Moi, les vins à défaut, je les mets pas. Quoi. Tu vois, vraiment, c'est clair et net. Après, je peux assembler, comme tout vigneron. Après, un vin qui part un peu en sucette. Il y a un vin clean, un vin qui est presque trop clean, et un vin qui est presque trop parti en sucette. L'assemblage des deux, des fois, fait un mariage plutôt, tu vois. Donc en fait, il y a tout ça aussi. Donc c'est pas derrière, après le vin finit clean, mais quand tu regardes les jeux au départ, des fois, c'est pas toujours. Et quand tu vinifies sans suite, ce qui s'est passé cette année, un peu partout d'ailleurs, tu as eu des grosses montées de volatiles assez rapides. Donc tu fais les élevages séparés dans la plupart du temps, et puis tu. Ça dépend, j'assemble le plus tôt possible. Ok. Voilà. Après, quand je suis sûr de moi, mais c'est rare. Là, c'est rare. Faut reconnaître. C'est mieux de savoir avant l'hiver quand même, parce que soutirer un vin à 6 degrés, c'est une grosse connerie. Surtout quand t'as pas de soutien dans les jus, quoi. C'est intéressant parce que tu partages beaucoup les doutes et voilà, là, tu dis au bout de 5 ans, t'as fait quand même pas mal d'erreurs et puis tu fais des conneries. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en fait, avant ça, tu peux te sentir. Et c'est le cas souvent quand on voit des jeunes, il y a pas mal de jeunes qui viennent, tu vois, voir tous les mignons, moi aussi, quoi. Pour savoir dans le budget ce qui peut se faire, machin truc. Donc souvent ils ont des idées plein, tu vois, c'est normal, tu vois. Ah bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fameuse citation de Malraux, tu vois. À un moment donné, faut juste y mettre, quoi, pour voir si tes idées, si elles tiennent un peu la réalité, quoi. Et c'est un vigneron de Beaujolais qui m'avait dit ça. Il m'avait dit la vigne, c'est pas compliqué. La vigne et le vin, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de trancher à un moment donné, de faire ton choix, quoi. L'expérience après aide, tu vois, déjà là, avec 5 ans d'expérience, je suis beaucoup plus serein, mais c'est pas gagné, tu vois. Tu as d'autres questions du coup qui se posent, quoi. Peut-être plus profondes d'ailleurs, que des questions un peu superficielles que tu te poses au début. Après, c'est sûr que c'est plus facile de sulfiter en masse à la sortie du pressoir, tu levures, terminé, tu mets en bouteille, quoi, tu vois. Mais dans ce mode de vinification là, c'est sûr que tu peux pas te permettre de pas te poser de questions en tout cas.